Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentent Une assemblée de chacals de S. Craig Zahler, interprété par David Marshall. Ils auraient dû prêter attention à Otis. 1888. Otis Boulder possédait ce que certains dans la région de San Fortunado appelaient un estomac gargouillant, un frémissement de ses sucs gastriques qui l'avertissait d'un danger imminent, pareil au nerf au bout du museau d'un chien capable de le prévenir du mauvais temps. C'était un sens utile dans ce sud-ouest en perpétuelle expansion. Quand les deux étrangers basanés, brunis par le soleil, entrèrent dans le saloon largement désert, les sucs gastriques d'Otis lui laissèrent entendre d'un faible grognement qu'il ferait mieux de partir. Sans même terminer la boisson coupée à l'eau qu'il avait payée beaucoup trop cher, le maréchal Ferrand de 39 ans se leva, attrapa son chapeau et se dirigea vers la sortie. Sa dernière pensée avant de franchir la porte ouverte et de sortir dans le crépuscule de San Fortunado fut que ces deux individus ne dégageaient pas une odeur d'homme, mais de vautour. Les hôtes du saloon jetèrent un coup d'œil furtif aux arrivants brunis par le soleil et reportèrent leur attention sur les collections de diamants et de personnages royaux qu'ils ne connaîtraient jamais qu'à travers les cartes. Le bétail avait été conduit vers le nord-est le matin même, et durant les 2 mois suivants le saloon serait peuplé de commerçants ivres, guère occupés, et de personnages revêches trop vieux pour monter à cheval et trop désagréables pour se marier. Parmi ces citoyens de seconde zone de la région, se trouvait une paire d'anomalies. Un jeune et beau couple venu d'Arizona, mariés depuis seulement 3 semaines, Charles et Jessica Lowell. Quand les deux étrangers brunis par le soleil entrèrent dans le saloon, les jeunes mariés ne se contentèrent pas, comme les autres, d'un coup d'œil furtif, ils les regardèrent ouvertement. Les époux d'Arizona dévisagèrent les arrivants burinés, passèrent en revue les revolvers dans leurs étuis, les éperons longs et inutilement cruels, les gants jaunes tachés de brun par ce qui aurait pu être du sang séché, les manteaux sombres en loques d'avoir été trop portés, les visages ridés envahis d'une barbe hirsute et de longs cheveux entortillés qui tombaient de sous leurs larges chapeaux marrons et ruisselaient sur leurs épaules comme de la cire de bougie en un enchevêtrement graisseux. Leur ressemblance frappante allait au-delà de la coïncidence, c'étaient de vrais jumeaux. Charles pressa la main de sa femme et, un peu trop tard, lui murmura « Ne les dévisage pas ». Les jeunes mariés les avaient observés. Les jumeaux les observèrent à leur tour. Celui de gauche montra le couple de son menton hirsute et l'autre acquiesça de la tête en enlevant son chapeau. Leurs lourdes bottes arrachaient des gémissements au plancher tandis qu'ils se dirigeaient vers les natifs d'Arizona. Charles sentit ses muscles se contracter sous l'appréhension. Sa femme se glissa contre lui à la recherche de protection. Les jumeaux, la silhouette soulignée par la lueur bleu cendrée du crépuscule, franchirent la distance qui séparait la porte des jeunes mariés. Sans trop savoir pourquoi, Charles eut la sensation de se tenir près d'une voie ferrée lorsqu'une locomotive arrive. « Cher gentleman, puis-je vous offrir un verre ?» dit-il. Les jumeaux ne répondirent pas à la question. Ils tirèrent de sous la table des chaises en bois fatiguées en raclant les pieds sur le plancher du saloon et s'assirent. L'odeur de ces hommes rappela à Charles les abats d'une boucherie qu'on aurait conservée un jour de trop. L'homme venu d'Arizona s'enquit d'un ton affable. « Quelle boisson en particulier a votre préférence ?» Les jumeaux regardèrent Charles, puis dévisagèrent Jessica. Leurs yeux d'obsidienne restaient rivés sur la femme blonde joliment habillée. Charles s'éclaircit la gorge et demanda « Que désireriez-vous boire, gentlemen ?» « On n'est pas des gentlemen, » dit celui en face de Charles. L'homme montra son chapeau marron miteux. « Je l'ai toujours sur la tête. Vous voulez que je l'enlève ? Essayez de me l'enlever pour voir. »
Je ne me soucie pas tellement des chapeaux, répondit Charles. Jessica gloussa, peut-être trop fort à cause de son état d'agitation. Le loquace, celui avec le chapeau, regarda son frère puis à nouveau Charles. « Vous vous moquez de nous ?»« Je peux vous assurer, monsieur... » Charles attendait un nom. N'en obtenant pas, il poursuivit. « Je peux vous assurer qu'il n'y a absolument aucune forme de moquerie chez moi au moment présent. »« Vous parlez bien. C'est comme ça que vous l'avez eu, j'imagine. » Le bavard dévisagea Jessica, sur qui les yeux du frère silencieux restaient rivés comme deux lunes noires trop têtues pour se lever ou se coucher. « J'ai eu de la chance. » Charles pivota sur sa chaise et fit face au barman, un chauve nerveux âgé de 30 ans, qui en paraissait 50, et dit « 3 bourbons et un verre de vin. »« Des whisky pour nous plutôt. » Charles se retourna vers le barman. « Remplacez 2 des bourbons par des whisky. »« On prendra une bouteille, » corrigea le loquace. Le barman regarda Charles. Le natif d'Arizona acquiesça d'un signe de tête. Le loufia, qui avait vieilli trop vite, disparut pour aller chercher les liquides dont il faisait commerce. Charles, la peur amoindrie par sa capacité à engager une partie de son considérable héritage dans cette fâcheuse situation, se cala confortablement contre le dossier de sa chaise et demanda « D'où êtes-vous, chers amis ?»« C'est pas votre affaire ?» dit le loquace. Puis il dévisagea Jessica. « Elle a de bonnes manières. Ça se voit qu'elle a pas trop travaillé avec les mains qu'elle a. Et toute cette douceur... » Le barman apparut près de la table, posa un verre de vin, un verre de bourbon et une bouteille de whisky. Il tendit la main pour attraper les 2 gobelets vides sur son plateau, mais le loquace le chassa en disant « Cette bouteille, tu vas pas la récupérer. » L'homme basané déboucha le whisky, porta le goulot à ses lèvres gercées, avala une bonne gorgée et tendit la bouteille à son jumeau. Le frère silencieux ouvrit la bouche. Ses gencives étaient complètement dépourvues de dents et terriblement enflées. À cette vue, l'estomac de Charles se retourna et Jessica frissonna. Le couple baissa les yeux. « Eh bien, c'est pas poli de détourner le regard d'un homme avec qui on est en train de boire. » Charles et Jessica levèrent les yeux et regardèrent le frère silencieux incliner le goulot de la bouteille. Les natifs d'Arizona essayèrent sans succès de masquer leur dégoût. « Comme vous payez, je vais vous dire ce qui est arrivé à Arthur. Pourquoi il peut pas parler ?»« Je suis sûr qu'il s'agit d'un récit fascinant, » dit Charles, dissimulant suffisamment son sarcasme pour qu'il passe inaperçu. « On a été capturés par des Indiens. Peu importe comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Alors on était là cachés dans une grotte, dans un ravin, en territoire indien, ligotés, le dos attaché à un foutu rocher qui pesait plus qu'un éléphant obèse. Ces sauvages sont partis pour aller scalper ou aller savoir ce qu'ils avaient en tête ce jour-là. Seulement, ils sont jamais revenus. Et on était là, attachés par des experts en nœuds, parce qu'il y a une chose que ces Indiens savent. C'est comment faire un nœud qui ne se détendra jamais. Déterrer un comanche vieux de 1000 ans, et je parie que ses mocassins sont toujours bien noués. Un tiers de la bouteille déjà ingérée, Arthur rendit le vaisseau à son frère. Le loquace but, fit claquer ses lèvres, expira avec un son rauque, tendit la bouteille à son frère et, convenablement lubrifié, poursuivit son récit. Un jour a passé, et puis un autre, et puis un 3e et un 4e, et on était là, dans cette grotte, crevant de faim parce que ces Indiens nous avaient abandonnés. S'il n'avait pas plu, on serait mort de soif. Mais il a plu, et des gouttes tombaient du plafond de la grotte, directement sur nos têtes, et on buvait tout ce qui coulait de notre crâne sur notre figure, chaque goutte, même si ça avait goût de sueur et de lichen. Mais on a tout bu. Et alors, le 5e jour arrive, et la faim nous rend tous les deux fous. On délire, mourant de faim. Sauf que je vais un peu mieux qu'Arthur, parce que le jour où on a été enlevé par les Indiens, j'ai pris un énorme petit déjeuner et un déjeuner. Mais Arthur a trop dormi et il a raté le petit déjeuner et aussi le déjeuner. Alors j'ai un jour de retard sur lui pour ce qui est de mourir de faim, si vous suivez. Tout à fait. Poursuivez, je vous en prie. Arthur tendit la bouteille à son frère. À nouveau, le bavard but, fit claquer ses lèvres
et s'éclaircit la gorge. Jessica, apaisée par la chaleur enivrante du vin, s'appuya contre l'épaule de son mari. Charles regarda autour de lui et ne réfléchit pas trop au fait que la plupart des hôtes du saloon avaient quitté l'établissement.